Si le progrès technique est la principale source de la croissance, nous nous demanderons d'où il vient. Nous verrons qu'il se traduit par des innovations dans les activités économiques qui vont avoir des effets cumulatifs, se traduisant par des gains de productivité, diffusant leurs effets sur l'ensemble du circuit économique. Nous verrons également que les institutions dont sont dotées les nations peuvent jouer un rôle non négligeable dans la croissance économique, même s'il est difficilement quantifiable. Le progrès technique va trouver ses origines dans une découverte. Identification de substances, d'un fait ou d'un phénomène ignoré jusque-là. Mise à jour de relations inconnues jusque-là entre des phénomènes. Cette mise à jour modifie la connaissance que l'on avait de ces phénomènes. Cette découverte permettra l'invention de nouveaux produits ou de nouveaux procédés. On parlera d'innovation à partir du moment où l'on verra émerger une application industrielle ou commerciale de cette invention. Découvertes et inventions sont souvent le résultat des investissements en recherche-développement effectués par des entreprises ou des administrations publiques. Ces investissements en recherche et développement regroupent les trois types d'activités suivantes. La recherche fondamentale libre, par pur intérêt scientifique, ou orientée, pour apporter une contribution théorique à la résolution de problèmes techniques. La recherche appliquée, qui vise à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale. Enfin, le développement expérimental, qui élabore des prototypes ou des installations pilotes. Les innovations peuvent sommairement être divisées en deux types bien distincts. Les innovations de procédés, qui correspondent à l'apparition de nouvelles techniques, méthodes de production et ou de vente. Les innovations de produits, qui correspondent à l'apparition d'un produit nouveau ou encore à un produit déjà existant mais incorporant une nouveauté. Joseph Schumpeter, économiste autrichien qualifié d'hétérodoxe, c'est-à-dire ne se rattachant à aucun des grands courants de pensée économique, proposera une typologie des innovations qui est très souvent citée. Il en distinguera 5. Les nouveaux produits, les nouvelles méthodes de production, l'ouverture de nouveaux marchés, de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières et enfin, de nouvelles structures de marché. Les différentes formes d'investissement vont permettre l'accumulation des différentes formes de capital ayant des effets positifs sur la PGF et donc la croissance économique. Les investissements matériels en capital physique permettent la mise en œuvre de machines plus performantes incorporant du progrès technique. Les investissements en capital humain améliorent la productivité des travailleurs et permettent à cette main-d'œuvre d'utiliser un capital physique plus performant. Les investissements en recherche-développement débouchent sur des innovations qui permettent des gains de productivité. Ils permettent de développer le capital technologique. Les investissements publics, qui alimentent le capital public, comme l'éducation ou la santé, permettent d'avoir également une main-d'œuvre plus productive. Le développement des infrastructures publiques, de la recherche publique, permettent également des gains de productivité et réduisent les coûts des entreprises. On le voit, les différentes formes de capital interagissent, se renforcent l'une l'autre et cumulent leurs effets sur la PGF et la croissance économique. À son tour, cette dernière facilitera les développements des investissements matériels, humains, technologiques et publics, formant ainsi un cercle vertueux. Les gains de productivité vont diffuser leurs effets sur la croissance par plusieurs canaux. Ils autorisent une baisse du prix de vente pour le producteur.
Ils permettent d'augmenter les salaires, ils permettent également d'accroître les profits de l'entreprise. La baisse des prix de vente et la hausse des salaires alimentent la hausse du pouvoir d'achat des ménages qui permettra de stimuler la demande. La baisse des prix de vente permet également d'améliorer la compétitivité extérieure et donc d'augmenter les exportations tout en réduisant les importations. Cela permettra donc ici encore d'accroître la demande. La hausse des salaires et des profits va permettre une augmentation des recettes fiscales et sociales. À taux d'imposition identique, plus les revenus sont élevés, plus l'impôt sur les revenus des ménages et l'impôt sur les bénéfices des entreprises rapportent. Plus il y a également de cotisations sociales versées. Tout ceci est renforcé par le meilleur rendement des impôts sur la consommation qui s'accroît. Tout ceci devrait permettre une augmentation des dépenses publiques, stimulant de nouveau la demande. Enfin, l'augmentation des profits devrait permettre aux entreprises d'accroître leurs investissements, renforçant ainsi la croissance de la demande. De nombreux canaux conduisent donc à cette augmentation de la demande, à laquelle on pourra répondre par une augmentation de la production. Cette augmentation de la production va déboucher sur des économies d'échelle qui vont renforcer les gains de productivité initiaux. Enfin, l'augmentation de la production devrait déboucher sur une augmentation de l'emploi, renforçant elle-même l'augmentation des salaires, pression à la hausse des salaires et augmentation du nombre de personnes ayant un emploi, donc un revenu. C'est à l'économiste américain Douglas North que l'on doit d'avoir mis en lumière le rôle des institutions dans la croissance économique. Selon North, les marchés sont intégrés dans ces institutions qu'il définit comme les règles et les contraintes sociales qui encadrent les interactions individuelles et permettent aux agents économiques de se coordonner. Il s'agit à la fois de règles formelles, écrites, constitution, loi, règlement, et de règles informelles, tacites, comme des normes sociales, des us et coutumes, des règles de conduite, des routines. La qualité de ces institutions serait alors déterminante pour la croissance économique. Ainsi notamment, les règles qui protègent les droits de propriété et qui garantissent l'exécution des contrats sont fondamentales pour le bon fonctionnement des marchés, pour leur existence même. On pourra également faire référence à l'analyse de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui permet de souligner le rôle de la religion comme institution favorisant ou non la croissance économique.